Allez, c'est parti pour la matinale gestion de fortune, investissement conseil, profession CGP, patrimoine 24. Je suis avec Jean-François Bay. Jean-François, bonjour. Bonjour Frédéric. Jean-François, vous êtes directeur général de Cantalis. Cantalis, c'est un mesureur de performance et vous avez récemment publié une étude sur les lancements de fonds dans l'industrie de la gestion pendant la crise et vous dites l'industrie est restée très vivace pendant cette crise. Oui, les créations de fonds, c'est toujours un thème intéressant pour voir la santé de l'industrie et les idées qui sont exploitées par les sociétés de gestion. Et là, la période est particulièrement importante. On voulait regarder justement si elle restait active et quelles étaient les idées qui étaient exploitées. Elle reste effectivement active. On a une quinzaine de fonds qui ont été créés par mois, donc ça c'est reste bien important. par rapport à... Oui, c'est pas mal. On s'attendait à pire, donc ça reste, c'est un peu 2 fois moins que les périodes précédentes, mais ça reste quand même très actif. Et surtout, on est sur à peu près le même niveau d'encours levé, donc 6 milliards de collecte nette liées à ces produits. Qu'est-ce qui s'est lancé comme fonds, surtout de l'action, de l'obligataire? Alors 38% des fonds actions, mais c'est valable sur toutes les stratégies. On a des fonds diversifiés, des fonds de performance absolue, des fonds obligataires, des fonds monétaires. Voilà, on retrouve un petit peu tout. Sur l'obligataire, qu'est-ce que les gérants ont mis en avant comme stratégie? Alors plutôt les fonds à échéance, c'est la stratégie qui domine particulièrement dans tout ce qui est crédit. C'est ce qu'on avait connu en 2008-2009 quand les marchés obligataires étaient massacrés et que certains gérants se sont dit à ce prix-là, je ramasse le papier, on va repackager et on va se donner 5 ans et on revendra. Exactement. Il y a beaucoup de produits de campagne qui ont été créés, ce qui est assez rigolo, sur les fonds à échéance, fonds obligataires, mais sur l'ensemble des stratégies. Donc on a un effet d'aubaine, d'opportunité, suite à la dislocation des marchés. Et donc les sociétés de gestion disent, voilà, il y a une fenêtre, il faut absolument lancer des produits, fonds à échance, même sur l'immobilier, sur des FCPR, du private equity et autres types de stratégies. Et ces produits de campagne, c'est quoi? Pendant 6 mois, le fonds est ouvert, et puis quand j'ai fait le plein, c'est quoi la jauge sur ce genre de fonds? Alors sur les encours levés, on est sur des très très bonnes levées, c'est de l'ordre de 100 à 200 millions d'euros qui ont été levés par produit, alors que la moyenne de l'étude, c'est 73 millions d'euros. Donc c'est des produits qui collectent beaucoup. Les créations viennent de toutes les sociétés de gestion, des très grandes sociétés de gestion comme Lyxor, BlackRock, on a des grands réseaux comme Allianz, BNP Paribas. Et puis des boutiques. Et des boutiques Rothschild, Edmond Rothschild, etc. Donc des indépendants. Ça reste actif à tous les niveaux. Côté fonds actions, c'est quoi ce qu'on a trouvé comme création? Alors je le disais tout à l'heure, c'est la majorité des créations, 38% des fonds qui ont été levés sont des... Mais investis sur quoi? Fonds. Alors sur toutes les stratégies, particulièrement à 89%, les thématiques ou des fonds ISR. À 89%, ce qui veut dire que les fonds classiques actions benchmarkés sont minoritaires. Donc c'est vraiment le monde d'après sera soit ISR, soit thématique, soit les deux. Alors c'est vrai que les fonds thématiques, c'est à la mode depuis maintenant 2 ou 3 ans. Il y a un engouement qui se dément pas. Les thématiques actuellement qu'on trouve chez les gérants, c'est quoi? Alors ça a été principalement sur les tech santé, enfin tous les thèmes très défensifs. C'est une bonne manière de revamper de la gestion active. L'autre élément, c'est la gestion ISR. Voilà, alors, c'est Jean-François, la tarte à la crème. Ouais, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour lancer un fonds, pour mettre un fonds sur le marché, il faut dire qu'il est ISR. C'est au point qu'on se dit, si mon fonds n'est pas ISR, il se vendra jamais. Et quand on écoute certains gérants, le discours, c'est parfois un vide abyssal. Alors, alors vous avez tout à fait raison, Frédéric, que ce soit institutionnel ou réseau de distribution, si le fonds n'est pas ISR, vous n'avez pas le collecter, vous n'avez pas le vendre. Mais ce qui est intéressant chez Cantalis, c'est qu'on a essayé d'identifier les bons des mauvais, enfin, en tout cas ceux qui font du vrai ISR. On a regardé l'intégration des critères extra-financiers dans le processus d'investissement, dans la stratégie d'investissement. Si le gérant, de manière un peu cosmétique, parle de critères extra-financiers à la marge, sur un malentendu, l'intensité sera très faible. Si le gérant met au cœur de sa stratégie, de manière prioritaire et obligatoire, l'extra-financier avant le financier ou d'exclusion, etc. À ce moment-là, on a une intensité 3 qui sera très forte chez Cantalis. Cette mesure, moi je connais le site Cantalis Grand Public, est-ce que cet outil qui me permet de discerner le degré ISR des fonds, c'est disponible? C'est disponible et c'est en critère de recherche, donc vous pouvez sélectionner les fonds qui ont une intensité maximale. D'accord. Allez Jean-François, pour terminer, sur ces fonds qui ont été lancés, les catégories ou les fonds qui vous semblent les plus prometteurs, sur lesquels vous dites ça mérite qu'on jette un coup d'œil. Alors sur tous les fonds qui ont été créés depuis 6 mois, j'en ai retenu 4. Le premier, c'est Senso ESG Market Neutral.
Censo, c'est une petite boutique. Une petite boutique, Investment Solutions, il gère à peu près 1 milliard. Ouais. Ce qui est assez amusant, c'est de pouvoir lancer un fonds ISR Action Europe éligible au PEA en stratégie market neutral ou long short, enfin voilà, sur les stratégies alternatives. Donc vous êtes long de vos convictions ISR et vous êtes soit short du marché, soit short de ce que vous trouvez moins ISR. Moins ISR. Ah, c'est intéressant ça. Donc ça c'est intéressant. Ça, c'est astucieux. Astucieux, c'est vraiment l'aboutissement de la gestion ISR. Ça va être intéressant de voir sur l'année ou les 2 ans qui viennent comment ça fonctionne. Le deuxième. Generali infrastructure durable. Donc on est sur de l'infrastructure européenne durable. Ce qui est assez intéressant, c'est que Generali propose ce fonds infrastructure, donc de private equity, si vous voulez, de non coté, à travers ses contrats d'assurance vie plutôt haut de gamme Imalia, mais aussi à partir de 10 000 euros au réseau. D'accord. Donc c'est intéressant d'avoir un gérant qui propose et un assureur qui propose de l'infrastructure. Le troisième. Alors j'ai noté AXA Optimal, vous connaissez Optimal Income, la gestion diversifiée chez AXA. Ils ont le pendant maintenant ISR, donc ce qui est intéressant c'est d'avoir un fonds diversifié. La plupart du temps le fonds ISR est soit action, soit oblige. Ouais. Là on a un diversifié, donc ça s'appelle Optimal Impact, donc c'est un fonds d'impact géré en diversifié par AXA. Et puis un petit dernier. J'ai noté Edmond Rothschild SICAV Green New Deal. Donc Green New Deal. Un fonds action international, mais Edmond Rothschild surfe sur la vague un peu Green New Deal, donc tous les plans de relance qui vont favoriser les entreprises et les secteurs ISR ou plutôt d'environnement, d'énergie renouvelable, etc. Donc c'est des entreprises qui vont profiter de cette thématique, ces plans de relance. Eh bien, Jean-François Bay, merci pour ces 4 idées de fonds qu'on va suivre sur les mois qui viennent. Merci à vous d'avoir été avec nous. On vous dit à bientôt. Merci, à bientôt. Allez, ça continue sur la matinale gestion de fortune, investissement conseil, profession CGP, patrimoine 24. Je suis maintenant avec Jean-Marc Peter. Jean-Marc, bonjour. Bonjour Frédéric. Jean-Marc, vous êtes directeur général de Sofidy. Sofidy, c'est une maison de gestion. Vous gérez des SCPI. Et votre maison vient de recevoir 3 prix aux victoires de la pierre papier. Félicitations. On s'en réjouit beaucoup. On est content pour vous. Alors, entre autres, vous avez reçu un prix pour la meilleure SCPI de bureau pour la SCPI EFIMO. Oui. Alors, Jean-Marc, je ne vais pas me faire l'avocat du diable, mais quand même, en ce moment, sur les bureaux, il y a un certain nombre d'incertitudes avec le Covid, le télétravail. Récemment, BNP a publié une étude pointant du doigt le marché de la défense avec beaucoup de bureaux inoccupés. Vous n'êtes pas un peu inquiet ? Alors si, bien entendu, on est inquiet, on gère l'épargne d'un certain nombre de Français, donc on est inquiet par construction. Cela étant, on parle beaucoup de télétravail. Le télétravail, de mon point de vue, mais je partage ce point avec vous, c'est un peu le fauné de 2 choses. C'est peut-être le fauné de ces entreprises qui vont très mal et qui cherchent à faire des économies, et c'est peut-être aussi le fauné de ces salariés qui veulent encore davantage de loisirs, ce qui est un peu anachronique, puisque aujourd'hui, avec la compétition internationale, c'est peut-être pas le mindset qu'il faut avoir. J'ai l'impression que vous êtes en train de nous dire le télétravail, on en reviendra, c'est ça? C'est ça que vous voulez nous dire, ou ça sera pas une vague de fond? Ce que je veux dire, c'est que le point le plus important peut-être, c'est soit ce qu'on peut qualifier de crise, soit la vitesse de la reprise. La question qu'on se pose, c'est est-ce que effectivement en 2022, on va retrouver l'économie telle qu'on l'a connue en 2019? Et évidemment, les crises économiques, c'est quelque chose qui est pénible. L'immobilier, on a connu un certain nombre. Oui, c'est pas la première, ce sera pas la dernière. C'est au-delà de la charge philosophique et sociétale du télétravail. Moi, je vois surtout le pays, sa capacité à repartir, et c'est la confiance des ménages, la confiance des entreprises. Jean-Marc, quand même, j'évoquais tout à l'heure la défense. Est-ce que vous pouvez nous faire, pas un tiercé gagnant, un tiercé perdant, mais l'immobilier de bureau, c'est très segmenté, tout ne se vaut pas. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que les bonnes idées que vous avez en tête, et puis à l'inverse, les idées dont vous dites c'est peut-être bien mais c'est pas pour nous? Alors effectivement, vous savez, l'immobilier déjà, ces 3 principes, vous les connaissez par cœur, c'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. C'est-à-dire que dans une ville, vous pouvez avoir des bons emplacements et certains qui sont moins bons. Il est clair qu'il faut privilégier plus que jamais ce qu'on appelle les QCA, les quartiers centraux d'affaires des grandes métropoles, parce que le phénomène de métropolisation, à mon avis, est encore très puissant. Et lorsqu'on prend l'exemple de Paris, aujourd'hui, effectivement, la Défense ne va pas très bien. Pourquoi? Mon analyse, c'est que la Défense, vous avez des grandes surfaces, et ceux qui prennent les grandes surfaces, ce sont les grandes entreprises. Les grosses boutiques. Et aujourd'hui, les grandes entreprises sont un peu
sur la pédale de frein, ne savent pas trop ce qui va se passer dans les prochains mois, dans les prochaines années, et donc suspendent d'éventuelles décisions. En revanche, dans ces grandes métropoles, et singulièrement à Paris, on constate que la demande pour les petites surfaces, c'est-à-dire celle de 0 à 500 mètres carrés, est quasiment la même qu'avant le Covid. Allez, un tiercé, alors Paris-Province ou l'international, 3 noms de choses, et concrètement, trois choses que vous avez en portefeuille, dont vous dites, on a eu le nez creux, c'était bien, on a bien fait. Alors, Paris, QCA, quartier central des affaires, le Triangle d'Or, voire même toute surface à Paris, même Boulevard Brune, etc. On a un actif là-bas qui se porte très bien. On en a à peu près une vingtaine à Paris. Bordeaux fonctionne bien, Lyon fonctionne bien, Nantes fonctionne bien, Rennes fonctionne bien. Bon, ça, c'est des belles métropoles régionales. C'est des métropoles régionales. Et lorsque vous allez à l'étranger, nous, notre conviction, parce qu'on est prudent avec l'argent de nos épargnants, c'est on préfère aller dans les pays d'Europe qui sont les plus forts, les plus solides. Donc, sans surprise, c'est l'Allemagne et les Pays-Bas. On vient d'acheter un actif à Amsterdam de 60 millions d'euros qui rapporte 6% avec un bail ferme de 9 ans pour ABN AMRO. À l'inverse, des actifs, 3 exemples d'actifs dont vous dites c'est peut-être bien, mais c'est pas pour nous. Alors, je sais que c'est toujours difficile, un gérant n'aime pas dire ce qu'il a regardé et puis ce qu'il a, pas dédaigné, mais ce qu'il a laissé de côté. Alors, il est clair que quand vous allez dans des villes de taille plus restreinte, je pense par exemple, non, je vais pas citer de nom parce que je vais me faire des ennemis, mais dans des villes plus petites, ou lorsque vous êtes en deuxième couronne parisienne, nonobstant le phénomène du Grand Paris, je pense que ça va être plus compliqué. Et là, il vaut mieux commencer la bataille avec un taux d'occupation élevé, parce que si vous avez des actifs qui sont vacants, vous allez sans doute mettre un peu plus de temps pour les relouer. D'accord. Allez, pour terminer, Jean-Marc, le théorème de Sacha qui dit qu'on ne peut plus rester que franco-français, qu'il faut jouer l'international. On a évoqué le marché néerlandais, le marché allemand, l'international pour Sofidy. En ce moment, c'est un gros pari? Alors, c'est un gros pari et c'est vraiment un axe fort. Pourquoi? Parce que l'immobilier aime bien la diversification. Il faut mutualiser les risques. Et donc, quand vous diversifiez vos investissements, que ce soit en type d'actifs, bureaux, commerce, logistique, etc., et géographiquement, vous résistez mieux parce que vous avez mutualisé votre risque. Et donc, et en plus, on peut s'appuyer sur notre maison mère, Tikeo, puisqu'on a été racheté par Tikeo fin 2018, qui dispose de puissants bureaux partout en Europe et donc des échanges sont très importants, très nourris. On a un chiffre global sur ce que dans vos différentes SCPI représente l'international ou c'est 20%. Globalement, c'est 20%. C'est entre 15 et 20%. L'idée, c'est d'aller chatouiller les 20%, voire de les dépasser. D'accord, c'est très clair. C'est une belle ambition. Jean-Marc Peter, merci d'avoir été avec nous ce matin. Et puis encore félicitations pour vos 3 prix aux victoires de la pierre papier. Merci beaucoup, Frédéric. Allez, c'est reparti pour la matinale gestion de fortune, investissement conseil, profession CGP, patrimoine 24. Je suis maintenant avec Antoine Boisset. Antoine, bonjour. Bonjour Frédéric. Antoine, vous êtes directeur associé chez Silex Partners. Vous allez nous expliquer ce que c'est que cette maison, Silex Partners. Mais alors, première question, on vous a connu dans des grandes maisons, genre Société Générale, Natexis. Là, on vous retrouve dans une petite boutique Silex. C'est quoi ce move? C'est la crise de la quarantaine? Non, c'est pas la crise de la quarantaine, mais c'est l'envie d'accompagner mes clients différemment et de leur proposer des solutions plus complètes. En gros, je suis parti chez Silex pour 3 raisons. Alors, je vais essayer d'être concis comme on l'a demandé, mais la première des choses, c'est, je pense qu'il y a une nécessité de relever des défis pour tous nos partenaires que sont les gestionnaires de patrimoine. Et les défis sont 3 ordres réglementaires, technologiques et des défis de performance. Silex, je pense que c'est les mieux armés aujourd'hui pour proposer un accompagnement dans mais ces c'est quoi, 3. C'est une boîte de consulting, Silex? Alors, non, Silex, c'est pas une boîte de consulting. Silex, c'est une boîte qui est protéiforme. C'est une boîte qui propose de la société de gestion. On a une société de gestion. On a de la technologie dans laquelle on fait l'allocation d'actifs quantamentale et on verra ce que c'est si vous voulez tout à l'heure. Et ensuite, c'est une boîte qui propose de la solution. La solution, c'est des produits structurés, c'est la gestion du risque, c'est l'allocation d'actifs. Mais le cœur, c'est de la gestion. Vous gérez des fonds et vous faites de la gestion de portefeuille pour le compte de vos clients. Vos clients, c'est quoi? C'est les sociétés de gestion, c'est des instituts? Non, nos clients sont principalement en France et en Suisse, les conseillers en gestion de patrimoine indépendants et les tiers gérants. D'accord. Ok. Vous parliez aussi de prestations un peu technologiques. Tout à fait.
Alors c'est quoi ces prestations technologiques? L'idée de Silex, c'est que aujourd'hui la gestion de conviction traditionnelle est un peu dépassée par pas mal d'événements et que le robot advisor est une boîte noire dans laquelle on a des difficultés à se retrouver. On a une volonté de faire un dialogue homme-machine entre notre société de gestion et des outils propriétaires qui sont gérés en architecture ouverte sous un label qui s'appelle Spark. L'idée simple, c'est comment gérer le risque de votre portefeuille aussi bien avec de l'humain, donc nos gérants, que une machine Spark. C'est ça et la gestion de risque est de plus en plus au cœur des métiers des CGP, puisque on leur demande de plus en plus de comptes. On le voit bien là récemment avec l'affaire H2O. La semaine dernière, j'interviewais une avocate qui disait qu'elle voyait beaucoup de CGP qui se tournaient vers elle parce que mis en question par des investisseurs. Donc il y a effectivement le risque, c'est aussi une façon de décharger les conseillers de quelque chose qui est lourd à porter. C'est obligatoire. En gros, aujourd'hui, du service, c'est comme ça qu'on va accompagner nos clients. Je sors de 10 ans de banque d'investissement dans lesquels j'ai vu que le service était quelque chose qu'on apportait probablement de moins en moins. Seules des structures souples, indépendantes comme Silex, qui est pas un petit groupe. Je rappelle que Silex, c'est 75 personnes, qu'on est en Suisse et en France. Et l'idée, c'est qu'un groupe avec de la techno, avec de l'accompagnement de gérants, avec des solutions de produits structurés qui sont des solutions de produits structurés qui vont s'intégrer dans l'allocation d'actifs. C'est comme ça qu'on va accompagner nos clients. On va pas faire tout le catalogue, juste côté société de gestion, les expertises de Silex. C'est quoi vos classes d'actifs? Actions, obligations et convertibles. Je fais juste un focus sur les convertibles. Il y a Xavier Hoche qui nous a rejoint. Je pense que Xavier, vous le connaissez probablement. Il gérait un gros book de convertibles chez Odo. Puis, il a monté la gamme Altaroca chez Primonial. Et on lance un fonds convertible, donc on est ravis. Donc ça, c'est le petit focus. La deuxième des choses, c'est Spark, qui est notre outil d'optimisation. Qu'on a évoqué, qui est de la technologie. Qui est une technologie dans laquelle on a de l'entrée d'humains et de conviction humaine avec de l'analyse de données. On a des millions de données qui sont traitées tous les jours. Et enfin, la troisième chose, qui est quelque chose de très important pour nous, c'est la création de produits structurés. La création de produits structurés. Vous connaissez fabricant de produits structurés. Tout à fait. Je sais, ça fait 10 ans que j'en fais, 10 ans que je suis face à mon trading, face à mes ingénieurs. Aujourd'hui, j'ai trouvé une structure dans laquelle on a une structure quasi de banque de financement et d'investissement. On a du dealing, on a du reporting, on a de la création de produits et on a de la valeur ajoutée. Je prends juste une idée de valeur ajoutée. On a créé dernièrement un indice propriétaire qui s'appelle l'Ocean Care 40. Cet indice, il a pour objectif le respect de l'océan de façon globale avec de la gestion de données par Sustainalytics, d'accord. Ça a été géré par Stocks. Mais la vraie nouveauté qui est très importante, c'est que tous les indices propriétaires qui sont faits par les banques sont gérés par les banques. On peut pas les repricer. Nous, on a une méthodologie, on crée un produit sur cette méthodologie et ensuite on va faire un appel d'offres auprès des différentes banques. Donc, on a BNP, Morgan Stanley, Goldman Sachs, je passe toutes les banques avec lesquelles nous travaillons, mais l'idée, c'est toujours cette idée d'architecture ouverte avec Silex. C'est ça le plus important. Ok. Antoine Boisset, une dernière question. À quoi on peut comparer Silex? Parce que effectivement, j'ai un cœur, une expertise, c'est la gestion. Ce travail de gérant, je l'applique sur les portefeuilles, c'est-à-dire que je peux faire une prestation de service qui consiste à analyser les risques portés par des portefeuilles. J'ai de la technologie. Je suis capable de fabriquer quasiment à la demande des produits structurés. À la demande, c'est notre métier. C'est ce que j'ai toujours fait. Silex, ça se compare à quoi sur le marché français? Vous venez de le dire, c'est trois choses différentes et on pourrait citer trois sociétés différentes qui seraient notre exemple, mais je pense que je vais plutôt le comparer à un objet. Et cet objet ou un animal hybride ou une boîte à outils. Aujourd'hui, Silex est une boîte à outils. On va chercher l'expertise qu'on souhaite aller chercher avec de la publication, de la recherche, avec de l'analyse de portefeuille, de la gestion de risque, des produits structurés et puis du sourire aussi pour vous accompagner. Il y en a plein. Antoine Boisset, c'était très clair. Merci d'avoir été avec nous. Merci et on beaucoup. vous dit à très bientôt. À très bientôt. Merci.